Quelques définitions pour commencer. Le nombre, indiqué par un chiffre romain, porté par une légion, peut porter à confusion. Sous la République, les légions étaient formées en hiver pour la campagne d'été et dissoutes à la fin de celle-ci. Leur numérotation correspondait à leur ordre de formation. Une même légion pouvait ainsi porter un numéro d'ordre différent d'une année à l'autre. Les nombres de 1 à 4 étaient réservés aux légions commandées par les consuls. Sous l'Empire, les empereurs numérotèrent à partir de 1 les légions qu'ils levèrent. Toutefois, cet usage souffrit de nombreuses exceptions. Ainsi, Auguste lui-même hérita de légions portant déjà un numéro d'ordre qu'elles conservèrent. Vespasien donna aux légions qu'il créa des numéros d'ordre de légions déjà dissoutes. La première légion de Trajan porta le numéro 30, car 29 légions étaient déjà en existence. Il pouvait donc arriver, à l'époque républicaine, qu'existât simultanément 2 légions portant le même numéro d'ordre. C'est pourquoi s'y ajouta un cognomen, c'est-à-dire un prénom, ou qualificatif indiquant ou bien l'origine des légionnaires, par exemple Italica, pour celles originaires d'Italie, ou bien un peuple vaincu par cette légion, par exemple Partica, pour indiquer qu'elle a été victorieuse sur les Parthes, ou bien le nom de l'empereur ou de sa gens, sa famille ancestrale, soit qu'elle ait été recrutée par cet empereur, soit comme marque de faveur. Ou encore, une qualité particulière de cette légion, comme par exemple Pia Fidelis, pour indiquer sa loyauté et sa fidélité. Quant au qualificatif Gemina, celui-ci désignait une légion reconstituée à partir de 2 légions ou plus dont les effectifs avaient été réduits au combat. À noter que dans les textes, les chiffres 4 et 9 désignant des légions sont rendus par 4i majuscule plutôt que par un 4 classique romain ou un 9 classique romain. Les fortifications. À cette époque, les fortifications étaient de simples camps de bois et de terre, similaires aux campements établis chaque jour par les armées en campagne. Ce n'est qu'à la suite de l'établissement de troupes le long des frontières, vers le milieu du 1er siècle, sur le Rhin et à la fin du même siècle en Bretagne, que l'on verra l'apparition de camps en pierre avec baraquements pour loger soldats et officiers, bains, tours de guet, etc. La vexillation. Au début de la période impériale, les vexillazioni étaient des détachements tirés des légions, allant de quelques unités sous les ordres de centurions à de larges formations sous le commandement de légats. Sous Domitien, Velius Rufus en Germanie commandait des forces tirées de 9 légions différentes. L'utilisation de ces régiments indépendants se généralisa avec la création d'une armée des frontières, une limitanei, et d'une armée mobile, une comitatenses. Progressivement, les vexillazioni devinrent des corps agissant plus ou moins indépendants de leur région d'origine. À l'origine uniquement composées de régiments d'infanterie, elles désigneront vers la fin du IIIe siècle les détachements de cavalerie. La structure de la légion. Une légion comprend 5500 hommes, que des fantassins, répartis en 10 cohortes, plus 120 cavaliers non engagés dans le combat. Ils servent d'agents de liaison, d'escorte ou d'éclaireurs. La première cohorte est la plus imposante et se compose de 5 centuries de 160 hommes chacun, soit 800 légionnaires. Elle regroupe l'élite de la légion. Elle est commandée par le primus pilus, qui est le centurion le plus élevé en grade et qui a le privilège de participer aux réunions d'état-major. Tout légionnaire, tout centurion rêve de devenir primus pilus. Les 9 cohortes suivantes se divisent en 6 centuries de 80 légionnaires. Chaque cohorte comprend un tesserarius,
qui reçoit de l'officier supérieur la tablette sur laquelle est inscrit le mot de passe du jour ou l'ordre d'action à transmettre à la centurie. Un signifère, qui a le statut de sous-officier et qui est le porte-étendard. Tous les signiféries d'une légion se réunissaient dans le camp au même endroit et gardaient le trésor. Un signifère se distingue par le port d'une tête de fauve par-dessus son casque. La cohorte comprend également un cornicème. Il a le statut de sous-officier. C'est le sonneur de cornu qui mobilise le signifère que les légionnaires suivent immédiatement, aussi bien dans les rassemblements, la marche ou les batailles. À partir de Claude en 41, chaque cohorte possédera une baliste. Chaque centurie est commandée par un centurion, secondé par un optio, un aide. L'état-major est composé de différents personnages illustres. En premier lieu, le légat, chargé de missions déléguées hors de Rome par le Sénat romain ou par un magistrat supérieur détenteur de l'impérium ou par l'empereur. Nommé pour 2 ou 3 ans, il commande la légion en veillant à la bonne marche des unités, en faisant respecter la discipline, pratiquer l'exercice et en assurant les pouvoirs financiers et judiciaires. Il est monté sur un cheval. Le tribum laticlave est le deuxième personnage de la Légion. Il est de rang sénatorial. On le reconnaît à la large bande pourpre qui orne sa tunique. Il aide le légat dans ses fonctions judiciaires et dans la gestion de l'exercice. Il peut aussi le remplacer. Le préfet de camp, souvent un ancien centurion primipile. C'est le troisième personnage de la Légion. Il supervise l'entretien du rempart, surveille les bagages pendant la marche et commande l'artillerie. Viennent ensuite les 5 tribuns augusticlaves, appartenant tous à l'ordre équestre. Chacun mène au combat 2 cohortes. Ils participent aux réunions d'état-major, dirigent l'exercice sur le terrain, veillent à la sécurité des portes du camp et à un bon approvisionnement de la Légion, ainsi qu'au bon fonctionnement de l'hôpital, et ils peuvent même rendre justice. Enfin, l'aquilifère est un gradé qui porte l'aigle impérial spécifique à chaque légion. Comme le signifère, il se distingue par le port d'une tête de fauve par-dessus son casque. Le camp romain. Un camp romain est une installation durable ou provisoire construite par les armées romaines pour protéger leur cantonnement. Contrairement à toutes les armées antiques, lorsque les légions de la Rome antique en campagne quittent une zone totalement sûre, elles construisent un camp fortifié, un castrum en latin, pluriel castra. Cette habitude est très ancienne et remonte peut-être aux réformes de Camille de -400. Marius, qui évolue entre -157 et -86, a plus tard codifié ces habitudes. La porte prétorienne fait face à l'ennemi. La porte d'Écumane est celle la plus éloignée de l'ennemi. Les vélites sont les fantassins légers des armées romaines antiques. Le reste du camp est partagé par l'ensemble de la Légion. Avant la réforme marianique, du temps où les légions étaient constituées de citoyens romains, selon leur rang de richesse, les vélites étaient issus des centuries pauvres, moins pauvres cependant que les simples porteurs. L'équipement du légionnaire. Lorsqu'il marchait en territoire ennemi, le légionnaire romain portait généralement une armure complète, des fournitures et de l'équipement. Cette charge consistait généralement en plusieurs objets. Une cotte de maille du 1er au 3e siècle. La lorica amata ou cotte de maille en maille annulaire, c'était généralement des cottes de maille de type dit 1/4, un anneau est relié à 4 autres. La lorica squamata
ayant l'apparence d'une peau écailleuse, recouverte d'écailles, ou la lorica segmentata, plaque de fer reliée par des courroies de cuir. Elle protégeait le torse, la nuque, la gorge et les épaules du légionnaire. Un bouclier appelé scutum de forme quadrangulaire. Un casque appelé galea. Deux javelots. Un pilum lourd, probablement d'origine celtique, et un verutum léger. Une épée courte, appelée gladius. Un poignard, appelé pugio, pour le combat au corps à corps. Une ceinture, appelée balteus. Une paire de sandales lourdes, appelées caligae. Une paire de snémides, c'est-à-dire des jambières de protection des tibias. Et une paire de manica, qui protégeait l'avant-bras ou le bras entier, et qui pouvaient être faites de tissus rembourrés, de cuir ou de métal. De plus, le légionnaire transportait un sac de marche pour environ 14 jours de nourriture, une outre, une sorte de vessie pour posca, un vin amer composé de vinaigre allongé d'eau et parfois adouci au jaune d'œuf, du matériel de cuisine, deux piquets. Pour la construction de palissades, le légionnaire transportait en plus une pelle et un panier en osier. Tout cet énorme transport d'équipements et de matériel faisait partie de l'emploi d'un légionnaire. L'aspect lourdement chargé du légionnaire, pouvant atteindre 40 kg, lui vaut le surnom de mule. En réalité, un légionnaire marchait et transportait de l'équipement plus souvent qu'il ne combattait. Un légionnaire moyen de la République marchait pendant environ 5 heures avec une telle charge. Le niveau de vie du légionnaire a été vu dans la 5e et dernière vidéo de la playlist La monnaie est une histoire. Je vous invite à vous y rendre pour les détails sur le pouvoir d'achat du légionnaire.